Pourquoi n'expliquez-vous pas aux Français le montant inimaginable d'endettement public supplémentaire auquel vous êtes en train de condamner non seulement les Français vivants, mais leurs enfants à venir et leurs petits-enfants à venir? Et tout ceci sur la base de ces pseudo-décisions, de ces décisions pseudo-scientifiques que de plus en plus de médecins rejettent. Il y en a assez de parler toujours du professeur Raoult ou du professeur Perron. Il y a des centaines de médecins à travers la France maintenant qui protestent contre l'interdiction de pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine, qui protestent contre l'obligation d'un port du masque en papier qui ne sert strictement à rien, qui protestent contre le fait qu'on n'a pas assez de lits, qui protestent contre le fait que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires quand il le fallait, notamment sur les tests. Faut-il vous rappeler que plus d'1 million de Français ont sombré dans la précarité et dans la grande pauvreté suite à votre décision de procéder au premier confinement? Faut-il vous rappeler, monsieur Macron, que le prétendu plan de relance de l'Union européenne dont vous vous êtes gargarisé comme si c'était un grand succès est en fait un désastre supplémentaire qui va endetter nos enfants de 100 milliards d'euros pour que la France n'en bénéficie que de 40 milliards et à un taux moins bon que si la France avait emprunté seule? Faut-il davantage encore vous rappeler que la dette française, que vous jugiez beaucoup trop élevée avant votre élection, avait mis une dizaine d'années à grimper de 15% du PIB et que nous venons pas même un an de nous endetter de nouveau de 15% du PIB. Monsieur Macron, vos décisions, il faut que tous les Français le comprennent et vous n'avez pas annoncé le moindre chiffre de cette nature. Avec vos décisions, avec la décision de fermer autoritairement les commerces, les artisans, de mettre tout le monde dans une espèce de chômage forcé et par ailleurs de vous donner une espèce de beau rôle en disant on va vous indemniser. Mais qui va indemniser? On va faire des déficits publics énormes et on va augmenter la dette de l'ordre, depuis le début de cette pandémie, de 400 milliards d'euros. Monsieur Macron, vous savez que la crise grecque a commencé quand la Grèce a atteint environ 150% du PIB. Avec vos décisions, vous mettez de force les Français à la maison, alors que bien d'autres pays n'ont pas du tout pris cette décision et ils s'en portent mieux en plus de ça, comme la Suède du point de vue de la pandémie. Avec vos décisions, nous allons bientôt atteindre 120% du PIB. Et puis peut-être 130, 140. On se rapproche terriblement du cas grec. Ça ne sera pas le cas de la Suède, ni de la Biélorussie, ni de l'Afrique, qui n'ont pas fait de confinement. Alors on peut se poser la question, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo antérieure, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que votre objectif, c'est de boucler les Français chez eux pour ruiner la France? Parce qu'ensuite vous vous dites, mais il est normal d'emprunter, et jusqu'à ce que nous soyons collectivement tellement endettés que nous soyons forcés de vendre à très bas prix, de brader tout notre patrimoine national à vos amis banquiers. Ça tombe bien d'ailleurs pour eux, puisqu'il y a un excès monumental de liquidités au niveau mondial, et les banquiers ne savent plus à qui prêter. C'est peut-être bien ça que vous cherchez, monsieur Macron. D'ailleurs, j'aimerais dire au passage que quand je vois des responsables politiques, des Républicains par exemple, dire qu'il faut s'allier à M. Macron le plus tôt possible, quand je vois que M. Fillon avait appelé à voter pour M. Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors qu'il a fait sa campagne depuis des années sur le fait que la France était en faillite parce qu'on avait 85 ou 90% du PIB de dette publique, maintenant on fonce vers les 120. M. Fillon, vous trouvez ça bien? M. Macron, vous n'en avez pas parlé, mais il faut présenter aux Français l'ampleur des dégâts collatéraux de vos décisions. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait y faire attention. Chaque année, les hôpitaux sont débordés lors des épidémies de grippe. C'est pas nouveau. Il y avait eu, je crois, quelque chose comme 21 000 morts en 2017. 20 heures d'attente. Cette femme de 99 ans est restée dans le couloir des urgences durant 20 heures, attendant son transfert dans le service gériatrique. Son cas n'est hélas pas isolé. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver.
Mais cette fin d'année est particulièrement difficile. Il y a toutes les pathologies dues au froid, bien sûr, et surtout l'épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà un mois que l'épidémie de grippe a démarré. Selon SOS Médecins, elle aurait déjà affecté 1 million de personnes. Une épidémie précoce et un virus apparemment très contagieux. Une épidémie de grippe intense qui entraîne des services d'urgence surchargés, aux limites de leur capacité, selon la ministre Marisol Touraine. Autre grand titre de ce samedi, cette situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. C'est moins que l'année dernière à la même époque, mais comme on le voit sur ce graphique, l'épidémie cette année est plus virulente et surtout plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10 000 décès. Chaque année aussi, suite aux demandes de la Commission européenne, la France est condamnée à toujours plus d'austérité et de coupes budgétaires. On tape sur le SMIC, les retraites, les services publics, l'école, l'armée, les forces de l'ordre, l'agriculture, les infrastructures, la recherche, etc., etc. On ne peut quasiment plus investir nulle part parce que prétendument, il faut tout consacrer à sauver l'euro, qui par ailleurs, je renvoie les auditeurs à toutes mes analyses, finira par exploser un jour ou l'autre. D'ailleurs, la Banque centrale européenne est de nouveau très inquiète. En 2017, la surmortalité de l'épidémie de grippe, je le disais à l'instant, a donc été de 21 000 décès. Et chaque année, l'épidémie de grippe fait au moins 10 000 morts. Donc ce à quoi on assiste en ce moment, pour le moment, ça n'est pas pire qu'une épidémie de grippe classique. Vous nous avez sorti ce soir, sorti d'un chapeau, une prédiction de 400 000 morts. Est-ce qu'on peut savoir comment a été calculé ce nombre? Et puis quand même, vous n'avez aucune pudeur. Quand vous avez un monsieur Delfrécy qui est à la tête du conseil scientifique, qui vous donne, paraît-il, des conseils formidables depuis le mois d'avril, et que maintenant, la bouche en cœur, vous nous dites que si on referme pas tout, on va avoir 400 000 morts en plus, mais c'est incroyable. Enfin, dans ces conditions, la première chose que vous devriez faire, c'est de virer M. Delfrécy pour incompétence. Il a d'ailleurs 72 ans. Il a mérité une retraite bien méritée. Il faudrait d'ailleurs aussi, pour la même occasion, nettoyer les écuries d'Augias et enlever de ce conseil supérieur que vous avez établi tous les médecins qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec des grands laboratoires pharmaceutiques qui les payent par derrière. En tout cas, et dans un tel contexte, que signifie votre décision de ce soir? Ça veut dire que vous allez confiner tous les hivers la France? S'il y a 10 000 morts, on confine? Ça veut dire que la France, avec vous, va entrer en hibernation tous les ans, et que tous les ans, pendant plusieurs mois, on va s'achever de détruire ce qui reste de l'économie française? Je signale au passage que ce Covid-19 a quand même bien des avantages à vos yeux, et ces confinements. Puisque si j'en crois la rumeur qui circule, il semblerait que vous allez invoquer la crise du Covid-19, le reconfinement et patati patata, pour reporter aux calendes les élections départementales et les élections régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021. Mais au train où ça va, qu'est-ce qui nous assure que vous n'allez pas nous sortir d'un chapeau à l'été 2021, que, ma foi, cette fois-ci, on attend 5 millions de morts si ça continue comme ça, et donc il faut nécessairement reporter les élections présidentielles et législatives? Est-ce que ça serait pas par hasard une dictature que vous êtes en train de nous installer sous couvert de nous sauver? Vous savez, monsieur Macron, vous avez beau dire qu'il faut l'unité nationale derrière vous, mais vous savez que énormément de Français ne vous croient plus sur cette question. Énormément de Français sont très inquiets de la situation, puisque vous avez tellement dit le tout et son contraire. Vous avez tellement menti. Vous êtes complètement disqualifié
aux yeux du peuple français. Alors je terminerai en disant ce qu'il faudrait faire. Moi, si j'avais été élu en 2017, ce qui n'était pas possible puisque les Français ne me connaissaient pas. Je rappelle que j'ai eu 0,9% du temps de parole pendant que tous les grands médias des oligarques et les banques donnaient 20%, 24% du temps de parole à M. Macron pour qu'il y soit encensé toute la journée. Donc si nous avions été en démocratie, pour dire les choses, si nous n'avions pas été dans une dictature qui prend des allures de démocratie mais qui verrouille les élections, si j'avais été élu, les décisions que j'aurais prises auraient été très claires. 1. Je me serais interdit de nommer au conseil scientifique tout médecin ayant des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Je l'ai déjà dit. 2. J'aurais autorisé le traitement à l'hydroxychloroquine jumelé à l'azithromycine et éventuellement à du zinc en adjuvant, en laissant la liberté de prescription médicale aux médecins, dont je rappelle qu'ils ont prononcé le serment d'Hippocrate au moment de l'obtention de leur thèse de docteur en médecine. Ils ont donc une responsabilité morale et éthique de sauver, quoi qu'il puisse y avoir, de tout faire pour sauver quelqu'un qui leur confie sa vie. Monsieur Macron, Monsieur Castex, vous n'avez jamais prêté le serment d'Hippocrate, je ne vous le reproche pas, mais vous devriez tenir compte de l'émotion de très nombreux médecins à travers la France qui veulent pouvoir prescrire ce qui leur semble bon. 3e décision, j'aurais investi dans les hôpitaux, et ceci pas maintenant, dès 2017, conformément à mon programme présidentiel. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que la Chine a construit un hôpital en 10 jours, que l'Angleterre a transformé un parc des expositions en un hôpital de 4000 lits en une quinzaine de jours. Je rappelle ici que Macron, lui, n'a fait qu'installer 30 lits sur un parking à Mulhouse, dans une espèce de tente de secours disposée par l'armée. Et puis qu'ensuite, et en même temps, il a fermé des lits et des postes de médecins. Je rappelle que les personnes qui sont infectées maintenant sont, pour une grande partie d'entre elles, celles qui n'ont pas été infectées lors de la première vague. On le voit très bien avec l'exemple de Mulhouse, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, tout porte à croire que le gouvernement a préféré décaler la fin de l'épidémie à cause de la saturation des hôpitaux et donc de détruire l'économie du pays plutôt que d'investir dans les hôpitaux. J'ose le dire, Monsieur Macron, j'estime que vos décisions sont à la fois absurdes et criminelles. 4e décision que j'aurais prise, j'aurais mis le paquet pour que l'on recherche d'où vient le coronavirus. Le professeur Descroly, qui est directeur de recherche au CNRS, dans la dernière livraison du journal du CNRS, qui a eu lieu hier même, le 27 octobre 2020, c'est un très grand scientifique, il a précisé que le virus responsable, qu'on appelle le SARS-CoV-2, ne vient pas de l'homme. Il n'y a pas de souche humaine. Et il a précisé qu'on ne connaît toujours pas l'animal intermédiaire qu'aurait fait l'intermédiaire entre les chauves-souris, d'où viennent la quasi-totalité des virus, et l'homme. Ce grand scientifique a également souligné qu'on ne peut pas exclure, à ce jour, que ce virus ait été fabriqué sciemment par des hommes dans un laboratoire P4. Il a dit que cette thèse, même si certains la traitent de complotiste, elle n'est pas sûre, mais elle ne peut pas être écartée actuellement par la communauté scientifique, tellement ce virus présente des caractéristiques moléculaires étranges. Eh bien moi, j'aurais mis le paquet, donc, pour trouver l'origine de ce virus, parce que, nous le dit ce professeur, il est essentiel de bien connaître comment est apparu ce virus, par quel animal il a transité pour fabriquer un vaccin efficace. Ce soir, M. Macron nous a fait miroiter un vaccin qui maintenant serait à l'été 2021. Ça fait d'ailleurs 1 an et demi déjà de pandémie et de confinement. Mais même si c'était vrai, il est loin d'être acquis. Il sera disponible à l'été 2021. Il est loin d'être établi que son efficacité sera formidable. Elle risque en fait de ne pas être supérieure à celle des vaccins antigrippaux, c'est-à-dire très faible, puisque vous savez que chaque année, le virus de la grippe fait des mutations. 5e décision que je prendrais si je devais maintenant être à la tête de la République.
je mènerai une politique déterminée pour lutter contre les effets collatéraux majeurs de vos décisions. Car contrairement au nombre effarant de 400 000 morts sortis d'un chapeau et dont on ne sait qui l'a inventé, il apparaît au contraire de plus en plus qu'il y a plus de risques à reconfiner qu'à ne rien faire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, qui craignent d'aller à l'hôpital pour y attraper le coronavirus, eh bien, elles décident de s'abstenir, de surseoir à leur visite. Le résultat, c'est que des personnes âgées, mais pas que des personnes âgées, ne sont plus dépistées pour des maladies graves, des cancers, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et j'en passe. Elles ne sont plus suivies ou elles ne sont même plus diagnostiquées ou elles le sont beaucoup trop tard. On a des cas d'ORL qui ont observé un peu partout en France un déclin vertigineux des personnes âgées dans les EHPAD à force d'être isolées socialement. Vous le savez d'ailleurs vous-même puisque dans votre reconfinement, vous avez anticipé qu'on pourrait aller voir ces personnes âgées. Donc vous savez très bien la gravité de ça. Mais si vous autorisez le public à aller voir des personnes âgées dans les EHPAD, même en mettant un fameux masque en papier qui ne sert à peu près à rien, vous savez aussi que votre histoire de confinement ne tient pas debout. C'est complètement contradictoire. Si j'ai bien compris, vous devriez vous inciter plutôt à du télétravail dans les entreprises, d'accord ? Mais vous n'interdisez pas non plus que les gens aillent à leur travail. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas, par nature, travailler par du télétravail. Les coiffeurs, les hôtesses de caisse, elles sont bien obligées d'aller sur place, hein, voilà, pour travailler. Les agents de la RATP aussi. Et donc il y a énormément de gens qui ne peuvent pas faire du télétravail. Le résultat donc, c'est qu'on va avoir encore une fois dans les grandes villes, et notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, des lignes de métro qui sont bondées. C'est encore une fois complètement contradictoire. Le nombre de morts induits par le confinement est très probablement largement supérieur au nombre de personnes sauvées. 6e décision. Je n'aurais pas décidé de prononcer un nouveau reconfinement. Et si vraiment il devait y avoir un problème, parce que je ne connais pas forcément toutes les données du dossier, j'aurais demandé leur avis aux Français par référendum, comme je l'ai déjà dit, en veillant à ce que toutes les opinions soient représentées. Pas seulement l'opinion archi connue de Madame Karine Lacombe, qui touche 222 000 € du laboratoire Gilead des États-Unis. Voilà. Les Français, ça leur sort par les yeux, Madame Karine Lacombe. Voilà. Les Français veulent avoir des débats contradictoires avec des gens qui tiennent des positions différentes. Et que ce soit des médecins que l'on n'a jamais vus s'exprimer, mais qui, par exemple, le docteur Maudru, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait vraiment une étude très pointue des effets de l'hydroxychloroquine à partir de l'agrégation de plusieurs dizaines d'études à travers le monde. Ce sont les Français qui ont la souveraineté nationale. Ce sont les Français qui sont souverains. Vous et votre gouvernement, monsieur Macron, vous avez fait beaucoup trop d'erreurs. Vous vous êtes trompé sur tout. Vous avez un bilan qui est calamiteux. Alors on a beau jeu de se gausser de Donald Trump, mais le bilan français n'est pas très loin derrière. Hein. Vous avez beaucoup trop menti. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez donc pas de légitimité particulière pour décider tout seul du sort de la France et de ce drame national qui vous dépasse complètement. Et vous êtes d'ailleurs suspect, vous aussi, d'avoir des intérêts contradictoires parce qu'il n'est pas normal, j'y reviens, que vous ayez laissé au sein du Conseil scientifique des médecins qui ont d'évidents conflits d'intérêts. En d'autres termes, et j'en terminerai ici, il est grand temps d'avoir une vraie opposition à Macron. Je m'adresse ici à tous les Français. N'attendez pas que les médias vous désignent les candidats qu'ils auront présélectionnés pour la présidentielle. Les grands médias, comme les grandes banques, musellent l'information. Ils n'œuvrent pas pour le bien commun. Ils n'œuvrent que pour l'intérêt de leurs actionnaires, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques. Eh bien moi, je vous propose que tous ensemble, nous œuvrions pour le bien commun
Et je pourrais œuvrer personnellement pour le bien commun parce que je n'ai aucun conflit d'intérêts, ni avec les médias, ni avec les banques. L'UPR n'a aucune dette et vous imaginez bien que je n'ai aucun intérêt non plus avec les médias. Françaises, Français, il est grand temps de changer la politique pour de bon. Je suis très inquiet maintenant pour la suite des événements. Je crains que subrepticement, on nous impose une politique menant à la fin de nos libertés publiques. Il faut se ressaisir, c'est maintenant ou jamais. Vive la République et vive la France.